Je m'appelle Marina Kner, je suis thérapeute depuis plus de 20 ans maintenant. Mes outils sont un peu originaux puisque c'est l'astrologie chinoise et la main, auxquels j'ajoute bien sûr beaucoup d'autres choses, dont la psychogénéalogie, la recherche de vie antérieure, les soins énergétiques, et puis j'écris parce que j'aime beaucoup écrire. Donc vous retrouverez mes livres sur le stand tout à l'heure. Alors aujourd'hui, je me propose de vous parler d'astrologie, bien sûr, puisque c'est quand même ma passion, mais d'une façon un petit peu plus générale, et puis d'aborder avec vous l'année du lièvre, qui est cette année qui vient de débuter là en fin janvier, et qui amène de nouveaux paradigmes. Alors vous le savez, on en parle beaucoup, on dit que c'est la fin du monde, on dit que c'est l'apocalypse qui va arriver, ou qu'au contraire c'est un nouveau monde. Alors je vais essayer de vous donner des pistes par rapport à ça. Alors tout d'abord, l'astrologie, on va essayer de la voir sur plusieurs niveaux. La première chose dont on peut vraiment reconnaître, je pense, c'est que parmi toutes les connaissances, c'est une des rares qui tient la route depuis la nuit des temps. Si on regarde un petit peu en arrière, on va se rendre compte que les plus vieux écrits datent de la Mésopotamie, 17e siècle avant Jésus-Christ, c'est très très ancien. Mais on retrouve l'astrologie en Grèce, en Égypte, chez les Hébreux, dans la Kabbale. On la retrouve aussi en Amérique centrale, en Chine, en Mésopotamie, donc en Assyrie, donc dans énormément de pays. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que malgré tout ce que la science a pu dénigrer chez l'astrologie, et en particulier l'astronomie, eh bien, l'astrologie tient absolument la route. Alors, pour les initiés, vraiment en initiation, on pense que la connaissance astrologique, qui a donc défié les temps, vient de l'Atlantide. L'Atlantide, ce continent perdu, dont certains pensent qu'il est un mythe, moi je ne le crois pas, parce que je pense que Platon, qui en a parlé, a dit beaucoup de choses vraies, donc je ne vois pas pourquoi il se serait amusé à dire un mensonge sur l'Atlantide. Et puis je pense que si vous aussi, vous avez fait des expériences de régression, vous vous êtes peut-être retrouvé à Atlante un jour ou l'autre. Donc dans l'idée, l'Atlantide, c'est entre 8000 et 15 000 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est de l'Atlantide, peut-être. En tout cas, c'est ce que disent les initiés, que nous viendrait la connaissance astrologique. Alors, astrologie, voyons le mot en langue des oiseaux, on y a le mot astre, on y a le mot se relier. Donc se relier aux astres, c'est pas synonyme de désastre, hein? Au contraire. Donc déjà, cette connaissance, elle est là depuis très longtemps et elle tient la route, et ceci dans toute notre planète bleue, sur toute notre planète bleue. C'est déjà un bel atout, je crois. Alors en fait, on va se rendre compte qu'au niveau de l'initiation, ce qui est dit chez les personnes ésotériques en fait qui cherchent cette initiation, c'est que l'astrologie a beaucoup de niveaux de lecture, et je pense que c'est vrai, et c'est pour ça qu'on s'y perd un peu aussi, et qu'il y a un niveau de lecture qu'on essaiera d'aborder comme on pourra, qui est celui finalement du dernier niveau, qui est un niveau un peu énigmatique, un peu mystérieux, qui est celui de la conscience. Donc on va déjà commencer par le premier niveau de lecture de l'astrologie, qui lui est basique, c'est un niveau généalogique. Quand on arrive sur la Terre, on est chargé de chiffres. Pourquoi ? Parce que nous datons le temps. C'est encore peut-être une illusion, le temps, mais nous le datons. Nous avons une année, un mois, un jour et une heure de naissance. Or, vous le savez ou vous ne le savez pas, le chiffre est quelque chose que nous gardons dans l'inconscient collectif. C'est Carl Jung qui a dit que nous sommes nés pour répondre à une question de nos ancêtres, c'est-à-dire que rien n'est jamais perdu dans l'inconscient, ni les traumatismes, ni les non-dits, mais le chiffre marque quelque chose. Or, nous arrivons, comme point de repère, avec un chiffre. Et ce chiffre, c'est la première chose que nous utilisons pour monter un thème astral. Donc, le premier cadeau, si j'ose dire, de l'astrologie, c'est qu'il parle de notre généalogie.
Du reste, vous le savez très bien, parce que vous avez certainement dû faire l'expérience suivante, qui est celle de vous rendre compte que souvent, dans les couples, avec les amis ou avec les parents, on retrouve les mêmes signes astraux. On se dit, tiens, mon père était bélier, c'est rigolo, mais moi j'ai été mariée avec un bélier. Enfin, bon, ça, je vous dis là un exemple simpliste, hein, mais très souvent, on se retrouve en fait dans un cercle où il y a quelque chose à résoudre avec les mêmes signes astraux. C'est pas un hasard, ni avec les conjoints, ni avec la famille, c'est simplement qu'on répète une situation généalogique. Donc, la première chose qu'on peut dire, c'est que l'astrologie vient d'abord vous parler de cette date de naissance. Nous ne sommes pas nés pour rien, nous sommes nés pour répondre à une question de nos ancêtres, et l'astrologie essaie déjà de décrypter ça. Alors moi, j'avais un maître de chinois qui disait qu'au fond, aller chercher ce thème, aller chercher le pourquoi nous ne naissons pas tout nus, mais déjà chargés d'un karma familial, auquel va se rajouter bien sûr un nom et un prénom, une deuxième Bible, hein. Eh bien, c'était en fait aller regarder, retrouver, se réapproprier ce moment, cet instant où on va voir à travers un thème, une espèce de carte du ciel pour se comprendre. Eh bien, c'était un geste chargé de sens et qu'il fallait le rejouer à nouveau. J'insiste sur le mot rejouer, car il n'y a pas de fatalisme. Alors ça, c'est la première idée. Donc la première idée qu'on voit ici, c'est que effectivement nous n'arrivons pas tout nus, hein, nous arrivons chargés d'une date de naissance, chargés d'un nom et d'un prénom. Et quelque part, alors une autre idée assez intéressante, c'est que dans la Kabbale, on nous dit que la lettre et le chiffre, ce sont les premiers signaux que nous donne le divin. C'est-à-dire que ce sont des chevaux de feu qui nous ramènent vers Dieu. Une très belle phrase, hein, mais qui montre qu'il y a véritablement quelque chose à décrypter qui est là, tout de suite, dans cette histoire généalogique et que l'astrologie s'en occupe au premier chef. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau de lecture, c'est un niveau cosmique que tout le monde comprend ici, puisqu'effectivement, nous ne fonctionnons pas sans être reliés au tout. Hein. Nous dépendons du soleil, la nuit nous nous couchons, il y a les étoiles dans le ciel, mais nous nous couchons. Donc nous dépendons de tout ce qui est autour de nous sans arrêt. Nous ne sommes pas tout seuls, nous ne sommes pas séparés du reste du cosmos. Hein. Donc si nous sommes reliés, nous devons sans arrêt, les uns les autres, les planètes, les étoiles, le soleil, etc., intervertir, hein, nous faisons partie, nous prenons part à quelque chose. Nous sommes reliés. Et il y a une très belle phrase qui dit que nous sommes reliés, nous sommes du tissu humain relié à la peau de la terre, mais nous sommes aussi du tissu astral relié au ciel. Nous faisons partie du tout. Et cette espèce de maillage, il faut vraiment le prendre en considération. Et puis enfin, il y a un troisième niveau de conscience, un niveau très élevé, celui que cherchent finalement les initiés, qui est la conscience. La conscience, avec un grand C, c'est l'idée que même l'espace et le temps font partie d'une immense conscience et qu'au fond, nous ne sommes que des petites consciences parcellaires qui cherchons cette grande conscience, que vous l'appeliez l'unité, que vous l'appeliez le grand Manitou, que vous l'appeliez l'esprit, peu importe. Alors c'est là que je vous pose une question. En fait, quand on y réfléchit, la vie humaine, c'est quand même assez chelou. Hein, on le regarde comme on veut, mais on ne sait pas d'où on vient, on débarque sur la Terre, on vit une vie comme on peut, hein, avec des expériences mauvaises et bonnes, et on s'en va, mais on ne sait pas où on part. Donc finalement, avouez que c'est quand même pas si simple, hein, c'est une sacrée énigme. Et finalement, l'astrologie, elle répond à ça en nous disant, si vous venez pour quelque chose, parce que vous êtes une petite partie du tout. Et qu'est-ce qui nous fait penser qu'au fond, la vie humaine n'est pas stupide, n'est pas une histoire qui se répète et qui n'aurait finalement pas véritablement de sens? Eh bien, c'est le fait que tout le monde ici vit des choses dans son existence, vit des émotions, vit des synchronicités, vit des chocs émotionnels. C'est la fameuse phrase du chef indien « Tout ce qui passe à côté de moi me parle ».
Et ce sont des petites prises de conscience ou des petits éveils de conscience qui se font à travers le non-hasard, les synchronicités, le fait qu'une épreuve où on a touché vraiment le fond nous fait prendre finalement un autre chemin, ou nous fait monter de conscience. Et c'est à ce moment-là qu'on peut se dire que tout sur la Terre est en montée, est en élévation. Ça commence par le minéral. Le minéral, au fond, c'est de la conscience endormie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je viens de regarder là une émission, on se rend compte que c'est l'argile qui va nous sauver et qui va dépolluer les rivières, que l'argile est complètement vivante. Et bon, par conséquent, on ne sait pas tout ce qui se cache dans le minéral et qui, en plus, est peut-être capable de sauver la Terre. Donc, il y a presque comme un esprit derrière. Et du minéral, on monte vers le végétal. Alors là, je vous renvoie à un livre de Didier de Covelert sur les émotions des plantes, où vous verrez des choses vraiment très intéressantes, où les plantes peuvent frissonner face à un criminel, c'est incroyable, où il y a des plantes qui poussent en faisant 2 mètres de marche dans la nuit. Enfin, c'est vraiment très très intéressant de se rendre compte que là aussi, il y a une conscience dans le végétal. Et on en arrive, minéral, végétal, animal, et nous qui sommes au bout de ce stade, là aussi avec des animaux qui ne ressemblent à personne. Il y a des animaux qui sont esprit groupe, il y a des animaux qui semblent déjà avoir des émotions ou se rapprocher des hommes. Donc tout ceci nous fait quand même penser au fait qu'il y a une évolution sur la Terre et que pour nous en particulier, cette évolution va se passer par les émotions. Donc voilà un petit peu déjà les 3 premiers niveaux qu'on peut essayer de comprendre et qui font en sorte que là, l'astrologie nous montre en fait que nous ne sommes pas venus pour rien. C'est déjà, je trouve, assez important de se dire que ça donne un sens. Alors, en ce moment, très récemment, il y a une personne qui s'appelle Fanchon Pradalier-Leroy, elle a un nom un petit peu compliqué, qui s'est penchée sur les cycles historiques et les cycles astrologiques. Et c'est très très intéressant parce qu'elle s'est rendue compte qu'en fait l'évolution des cycles historiques et des cycles astrologiques, c'est la même chose. Que ça revient toujours tous les 4000 ans, depuis le Paléolithique jusqu'à aujourd'hui, et que nous passons par des zones de 500 ans. Et ces zones de 500 ans sont marquées par de la destruction créatrice ou une nouvelle utopie. Donc elle prend comme repère, c'est assez rare, elle prend comme repère l'étoile du taureau qui est Aldébaran. Et cette étoile qui est rouge, elle dit que chaque fois, les cycles de 500 ans se synchronisent dans cette étoile pour montrer en fait qu'il y a à chaque fois un nouveau paradigme. Alors elle considère qu'aujourd'hui, la période que nous vivons, c'est-à-dire que nous vivons en fait un peu les deux à la fois. Nous sortons d'une période de destruction, qui a été toutes les guerres mondiales du XXe, pour arriver à une nouvelle utopie. C'est-à-dire que tout le monde espère autre chose. Et c'est vrai, quelque part, c'est tout à fait vrai. Je pense que depuis quelques années, tout le monde est dans un nouvel espoir aussi. Même si cet espoir s'accompagne encore de destruction, avec les guerres, avec beaucoup de choses. Mais on est dans une espèce d'équilibre à trouver, de renouveau. Et elle estime que la période que nous vivons correspond à la Renaissance. Donc la période de l'arrivée des sciences. La période des arts, la période de la retrouvaille avec la Grèce et avec Rome. Elle considère que nous vivons aujourd'hui une période qui serait équivalente à la Renaissance. Donc, ce sont des cycles, tout fonctionne par cycle, le temps n'est absolument pas linéaire, et en Chine c'est pareil, simplement en Chine, là c'est pour l'Occident, c'est les calculs qu'elle a fait. En Chine, on se base plutôt sur les cycles de l'étoile Jupiter. Donc, une étoile Jupiter, c'est 12 ans autour du Soleil. 12 fois 5, c'est 60 ans, la grande révolution de Jupiter. Et aussi 60 fois 3, qui fait 180, qui est une très grande période cataclysmique. Donc, on n'a pas les mêmes repères, l'étoile Jupiter en Orient, elle, l'étoile Aldébaran. Mais en tous les cas, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a absolument des cycles, que rien n'est linéaire et que tout revient sous des formes de destruction qui emmènent une nouvelle création et de nouvelles utopies. Donc ça, c'est très intéressant.
Ce qui fait que le nouveau paradigme actuel, puisqu'il serait quand même une renaissance, ce serait de réconcilier certaines choses. En fait, si vous voulez, on a perdu la foi religieuse des derniers siècles, hein. À partir de l'arrivée de la science, on a perdu la foi. Donc aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire, c'est alléger les religions pour retrouver l'esprit religieux, ce qui est totalement différent des dogmes. Donc on en est là aujourd'hui, et d'autre part, il faudrait aussi réconcilier astrologie et astronomie, parce que l'astrologie, c'est l'âme de l'astronomie. C'est sa conscience, en fait. Donc c'est très intéressant de voir qu'on est aujourd'hui un nouveau paradigme à trouver, où il faut retrouver une nouvelle foi, et où il faut aussi réconcilier des choses qui, dans les derniers siècles, se sont complètement opposées. On en est exactement là. Donc c'est ça l'espoir à venir, finalement, pour les nouvelles années à venir. Alors, je vais un petit peu plus vous parler de la chinoise et de l'année du lièvre, bien sûr. Donc l'astrologie chinoise, c'est celle dont je m'occupe. Donc c'est ma base de données pour vous connaître. Elle est donc bien sûr très ancienne. Les premiers testaments oraculaires qu'on en a datent de 3000, 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est une très ancienne astrologie qui se base sur ce qu'on appelle les 4 colonnes du temps. Donc c'est une sorte de méditation où chacun de vous doit construire sa maison une fois qu'on connaît les 4 piliers. Donc elle tient compte de la psychogénéalogie, du potentiel, des éléments, des organes, de tout le travail à faire avec les ancêtres et également du chemin de l'âme. Donc c'est une astrologie très synergique et très complète. Donc c'est celle dont je m'occupe, et cette année, nous entrons dans l'année du lièvre, enfin nous sommes entrés dans l'année du lièvre d'eau. Et l'année du lièvre d'eau, c'est pour moi, c'est une fin de quelque chose. En fait, l'année du tigre et l'année du lièvre, donc l'année du tigre c'était l'année dernière, ce sont 2 années en eau. L'eau, en énergétique chinoise, ça représente l'insondable, ça représente ce qui est mystérieux, ce dont on ne peut pas toucher le fond. Or, on est un petit peu dans cette situation-là au niveau géopolitique, quand même. Donc, on ne sait pas de quoi le lendemain est fait. Donc, l'année dernière, j'ai beaucoup parlé du tigre, puisque j'avais vraiment pensé qu'il y aurait une guerre, et en fait, ça s'est avéré vrai. Et l'année du lièvre, c'est une année un peu d'attente, un peu de repli sur soi, où on espère, parce que les grands lièvres sont diplomates, qu'un bon diplomate permettra d'éviter une guerre mondiale. Mais ceci dit, jusqu'à la fin de l'année du lièvre, on sera dans le doute. On sera un petit peu dans les peurs, on sera un petit peu dans le repli sur soi. La bonne nouvelle, parce qu'il y en a quand même une, la bonne nouvelle, c'est que l'année du lièvre, c'est une année, le lièvre, c'est yin. C'est-à-dire que c'est une année où on doit s'occuper de soi. Alors, je vais un petit peu vous raconter la légende, parce que derrière les signes zodiacaux, il y a toujours une légende. Donc, qui est le lièvre ? Le lièvre, c'est un guérisseur. Pourquoi ? Parce que l'histoire, ça date des royaumes combattants, donc 5e siècle avant Jésus-Christ à peu près. Il y avait un archer très célèbre du nom de Wu Yi, et on lui a demandé de tuer 10 soleils à la fois. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ne faites surtout pas de parallèle avec ce qu'on vit en ce moment, mais une sécheresse immense dans tout le pays. Donc l'empereur l'a appelé et lui a dit, il faut qu'avec ta flèche, tu arrives à abattre 10 soleils à la fois. Il y est arrivé, il n'en est resté qu'un, celui qui est là actuellement. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais, voyant sa renommée, c'était devenu la star de l'époque, il a voulu devenir immortel. Il a dit, puisque c'est comme ça, je vais atteindre l'immortalité. Et sa femme, donc on lui a préparé un breuvage d'immortalité, mais sa femme, très belle femme, qui s'appelait Chang-He, qui ne savait pas de quoi était fait la petite boîte qui était là sur la table, l'a ouvert et a bu le breuvage d'immortalité. Alors vous savez que quand on devient immortel, on devient léger forcément et on s'envole. Donc elle s'est envolée jusqu'à la lune. Et cette histoire est donc l'histoire d'un amour contrarié, puisque son mari n'a jamais pu la retrouver. Mais un lapin est venu sur la lune pour lui tenir compagnie, et voilà notre lièvre.
Et ce lapin, vous pouvez le voir certains soirs de pleine lune par paréidole, c'est-à-dire qu'avec une certaine ombre, on distingue le lapin sur la lune. Donc amusez-vous, vous allez peut-être pouvoir le voir. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Et donc ce lapin, qu'est-ce qu'il fait sur la lune pour accompagner cette fée déesse très désolée d'avoir perdu son mari, mais qui est devenue immortelle? Eh bien, dans un énorme chaudron, il tourne un breuvage d'immortalité pour guérir la terre. Donc nous sommes, en symbolique, dans une année qui a trait aussi à la guérison, à la guérison, à de nouvelles choses au niveau de l'écologie, probablement. Et tout ceci va en fait être comme une attente pour l'année d'après qui arrive, qui est l'année du dragon. Donc si les choses ne sont pas résolues à la fin de l'année, au niveau mondial, au niveau des problèmes écologiques, qu'on ait du moins trouvé des pistes intéressantes, ça n'ira pas bien l'année du dragon, parce que le dragon, ça explose. Et c'est un dragon bois qui va être très exigeant. Donc, il est certain que là, il y a un grand passage, en sachant quand même que le lièvre est normalement chanceux comme animal. Donc, on espère bien sur une diplomatie ou quelque chose qui permettra d'arranger un peu la situation telle qu'elle est. Sinon, ça risque fort d'exploser l'année du dragon. Donc, voilà un petit peu notre année qui est une année d'attente. Alors, comme je vous disais, il y a un côté très positif. C'est que par excellence, le lièvre, c'est le développement personnel. Or, qu'est-ce que nous avons d'autre à faire pour essayer de changer le monde que de se changer soi? Rien d'autre. Donc, ce qu'il faut faire cette année, c'est travailler à la fois individuellement et collectivement. Alors, je vais vous donner un certain nombre de pistes que j'ai notées. Alors, bien entendu, il y en a certaines que vous connaissez déjà. La première chose à faire, comme c'est un lièvre haut, l'eau, c'est la lucidité. Donc, c'est se faire face. Se faire face, ça veut dire ne pas avoir peur de se regarder dans la glace, même si c'est un miroir qui n'est pas une vraie glace, mais un miroir interne. C'est d'aller regarder un peu de quoi sont faites toutes nos peurs. Ça, c'est très important cette année. L'eau est reliée à la peur, au rein et à la lucidité. Donc, se faire face, affronter ses peurs, vous pouvez commencer par des petites choses pour affronter une peur et ça vous permettra de devenir plus téméraire. Voilà. Alors ça, c'est la première chose importante. Ensuite, puisque l'eau est aussi reliée à l'intelligence, c'est apprendre de nouvelles choses. C'est très important aussi. Ensuite, établir une vraie relation corps-esprit, en sachant qu'il n'y a qu'en Occident qu'on a séparé le corps de l'esprit. Ça n'existe pas en Orient. Or, effectivement, la relation corps-esprit, je pense qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. On connaît le sens des somatisations, il y a énormément de dictionnaires sur les maladies, tout le monde travaille un peu dessus, et il est certain qu'il faut réétablir une relation plus harmonieuse entre le corps et l'esprit. Enfin, il faut écouter le monde, tout est signe, puisque l'eau est aussi reliée à l'intuition. Et enfin, savoir se relier aux autres, mais oui, il y a un gros travail à faire depuis le Covid dans la relation aux autres. Et par excellence, si c'est une année où on commence par travailler sur soi, ensuite c'est pour tendre la main aux autres. Donc il faut travailler en groupe, il faut se sentir solidaire des autres et de la planète. Il ne faut absolument pas rester dans un vase clos. C'est très important aussi. Et enfin, une chose très importante, d'ailleurs la personne dont je vous ai parlé tout à l'heure dit la même chose, c'est essayer d'écouter les gens qui vous éveillent, ce qu'on appelle les éveilleurs dans les trigrammes du Yiking. Il faut les écouter, il faut les suivre, il faut que vous suiviez les bonnes personnes. Il faut les trouver et il ne faut pas hésiter, grâce à elles, justement, à rebondir sur beaucoup plus d'espoir. Parce qu'au fond, il y a toujours eu dans le monde, à toutes les époques, des gens pour nous éveiller. Il y a eu le Christ, il y a eu Bouddha, il y a eu Platon, il y a eu Socrate, il y a eu Pythagore. Il y a eu toute une série de gens qui, en fait, ont fait étinceler le siècle, ont permis à ce siècle d'arriver jusqu'à nous, et c'est souvent grâce à une seule personne. Donc, c'est intéressant d'aller écouter les éveilleurs. Et enfin, il faut accepter ce qui est dur, c'est-à-dire les épreuves, en les voyant comme un chemin pour passer à autre chose, parce que, vous le savez bien, l'épreuve, il ne faut pas la voir dans le sens du mot épreuve, mais plutôt dans le sens du mot expérience.
Nous sommes à l'école de la vie, comme disait Chaman. À l'école, on a des bonnes notes, on a des mauvaises notes, c'est comme ça. Donc, accepter ce qui est dur comme un moyen d'aller au-delà et non une expérience de quelque chose qui se finit. Et enfin, bien sûr, il faut travailler sur l'amour parce qu'on est tous pareils, on est tous dans le même cheminement, de la naissance à la mort, d'où l'on vient, où l'on va. Et par conséquent, il faut travailler sur l'amour et sur une dimension d'amour qui n'est pas que réduite à la famille ou à soi-même. Il faut travailler cette fois-ci sur l'amour agapé, sur l'amour inconditionnel. Il faut méditer et envoyer vraiment des rayons de soleil partout, sur la planète et sur tous les pays et sur tous les endroits en difficulté. C'est quelque chose qu'il faut que tout le monde fasse quotidiennement. C'est très important. Donc, si vous voulez, pour moi, l'année du lièvre est une année d'attente, dans laquelle nous avons un certain nombre d'objectifs à suivre et ne pas les oublier surtout, ne pas se laisser non plus abattre par les mauvaises nouvelles, parce que tout va se... Comment dire ? Nos 2 années haut, qui sont 2 années où on doit plonger à l'intérieur, au fond, c'est 2 années qui nous permettent d'attendre quelque chose de nouveau, parce que le dragon signera quelque chose de nouveau, dans un sens comme dans un autre. Mais pour moi, au niveau écologie, ce sera une année très importante, l'année du dragon. Donc c'est vrai qu'il risque encore cette année d'y avoir des problèmes de sécheresse ou le contraire, d'inondation. Donc quand j'ai fait ma conférence sur l'année du lièvre et sur la symbolique du lièvre, j'ai parlé des tremblements de terre. Malheureusement, 5 jours après, il y en a eu un. Donc c'est vrai qu'il y aura des problèmes avec la terre, c'est vrai, il peut y avoir des éruptions volcaniques, il peut y avoir des difficultés de cet ordre-là. Mais en fait, il faut quand même se dire que on est dans un changement, on n'est pas forcément tout de suite dans un changement immédiat, puisque comme je vous l'ai dit, ce sont des cycles de 500 ans, donc on démarre à peine le cycle avec l'ère du Verseau. On démarre à peine, donc il ne faut pas se dire que demain c'est le cataclysme ou c'est la fin du monde, non. D'ailleurs, l'Apocalypse veut dire révélation, donc c'est la révélation d'autre chose, c'est pas forcément la fin du monde. Le monde n'est pas fini. La vie trouve toujours un chemin. Donc bon, ça continuera quand même sans nous, même autrement, ou même avec nous qui reviendrons sous d'autres formes. Donc tout est possible par rapport à ça. Mais en tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut bien préparer cette année haut intérieurement et en se reliant. L'idée de reliance, elle doit être là. Même si on va passer par des grèves, des difficultés, des conflits, et espérer et mettre l'accent sur les gens qui vous amènent des bonnes choses, les éveilleurs. Moi, je les appelle comme ça, des éveilleurs. Donc, voilà un petit peu, grosso modo, ce que je pouvais vous dire, puis après, vous allez peut-être me poser plus de questions. Donc, cette idée de reliance inconditionnelle, c'est l'idée de remonter vers une grande conscience, puisqu'au fond, si on l'accepte, il y aurait une conscience illimitée et nous, à travers cette conscience illimitée, nous n'avons que des parcelles de conscience. Sans compter que chacun vit son monde. Il n'y a pas un monde, il y a des milliards de mondes. Ce qui a fait dire à un grand philosophe indien, Shankara, qu'au fond, seul Brahman était vrai et tout le reste était mensonge. C'est-à-dire que l'idée au fond de Dieu ou de la totalité, comme vous voulez l'appeler, elle est forcément vraie, c'est la vraie réalité. Et que tout le reste, c'est ce que nous forgeons, nous aussi, avec nos émotions, avec nos mondes, avec nos affects. Donc il y a cette idée-là. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut vraiment bien appuyer cette année sur se relier au tout, la conscience universelle, tout en ne vivant que des consciences séparées, et accepter aussi l'idée que peut-être l'astrologie est un chemin vers cette conscience immense. Alors je vous ai pris pour finir une très belle phrase des 1001 nuits qui dit que la nuit a ses étoiles, la vie sa fragilité et le destin ses limites. Alors pourquoi pas, par rapport aux étoiles, ne pas aller vers le chemin de l'astrologie, puisque c'est effectivement j'ose me relier aux astres, et trouver là de nouvelles pistes pour aller vers cette fameuse conscience illimitée, ou du moins vers un premier départ de conscience. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui.